Pour ou contre l'immortalité? Faut-il une bonne dictature verte? Veut-on vraiment d'un revenu universel? Coloniser l'espace est-il moral? Ouzbek Erika présente le tribunal pour les générations futures. Une cour peu ordinaire, spécialement créée pour préparer le monde qui vient, en débattant des grands enjeux d'avenir. Témoins, avocats, procureurs, ils sont là pour vous éclairer, vous convaincre, pourquoi pas même vous faire changer d'avis. Alors soyez attentifs et surtout restez ouverts, car les générations futures comptent sur votre verdict. Parce que préparer demain est l'affaire de tous, le format du tribunal pour les générations futures est accessible en licence libre. Pour organiser le vôtre, rendez-vous sur ouzbekerika.com/tribunal. Maintenant, mesdames et messieurs, silence, la cour. Mesdames, messieurs, bonjour. Vous allez assister ce matin à une séance du tribunal pour les générations futures, une juridiction un peu particulière, vous allez le voir. Nous ne sommes pas une véritable cour et personne ne sera vraiment condamné, mais les débats qui vont se tenir sous vos yeux n'en sont pas moins d'une grande importance. Les parties civiles sont absentes pour la bonne et simple raison qu'elles ne sont pas encore nées. En effet, au tribunal pour les générations futures, les questions débattues sont tranchées dans l'intérêt de nos descendants. C'est donc l'avenir de l'humanité qui se joue ce matin. Et cet avenir, mesdames et messieurs, c'est vous qui allez en décider. Sans plus attendre, je déclare ouvert ce tribunal pour les générations futures. Laissez-moi vous présenter ceux qui vont officier ce matin à mes côtés. Madame le procureur Rosalie Salin, représentante du ministère civil. Vous avez le droit d'applaudir la cour, nous sommes... Et maître François Flure, avocat de la défense. Monsieur le greffier se situe exactement ici. Il s'appelle Tommy et vous le verrez dessiner tout au long de cette séance. Et le cas que l'on nous demande de juger ce matin dans ce tribunal est le suivant: menace ou solution, quel impact du numérique pour la planète? Pour trancher cette question cruciale, nous avons besoin d'un jury populaire, impartial et chatoyant, c'est-à-dire vous. Et plus précisément, j'ai besoin de 5 personnes volontaires. Madame le procureur, monsieur l'avocat de la défense, j'en profite pour vous rappeler que vous avez le droit de récuser des jurés, notamment en cas de non-parité manifeste. Et donc je me tourne maintenant vers la salle et je demande à voir des mains levées dans cette salle. Sinon, j'irai les chercher moi-même. Monsieur, je vous en prie, avancez-vous. Comme vous allez devoir suivre ce débat avec beaucoup d'attention et beaucoup plus d'attention que nous tous, je vous invite à vous asseoir au premier rang. Monsieur le juré numéro 1, vous vous appelez comment? Jérémy. Au premier rang, oui, Jérémy. Alors ne laissons pas Jérémy seul, ce serait le drame de sa vie. Je veux voir une deuxième main levée, une jeune femme en plus, formidable. Une deuxième jeune femme. Vous vous appelez comment, juré numéro 2? Amélie. Bienvenue, Amélie. Léa. Bienvenue, Léa. Il m'en manque 2. Ah, ben voilà, ils sont là-bas. Force rouge et force noire. Et juré force noire, vous vous appelez comment? Yanni. Et juré force rouge? Paul. Yanni et Paul, qu'on peut aussi applaudir pour leur courage. Mesdames et messieurs les jurés, bienvenue. Donc, vous ne souhaitez pas récuser des jurés, tout va bien. OK. Pardon. Merci à vous. Votre mission ce matin, c'est donc d'écouter très attentivement les débats qui vont se dérouler sous vos yeux, car c'est à vous que reviendra la responsabilité de rendre le verdict à l'issue de la séance dans l'intérêt des générations futures. On vous demandera de délibérer et de juger. Et même si c'est moi qui prononcerai le jugement, bien entendu. Et je vous propose de passer dès maintenant à la présentation des faits. Envoyer un mail n'est pas aussi magique qu'il y paraît. Derrière les apparences se cache une facture importante, celle de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner Internet. Le digital est extraordinairement consommateur d'énergie, mais en même temps énormément producteur de liens. Donc comment produire du lien entre les êtres humains
en diminuant la consommation d'énergie. Chaque heure, 10 milliards d'emails sont envoyés. 10 milliards de mails, c'est en moyenne 50 gigawattheures. L'équivalent de la production électrique de 15 centrales nucléaires pendant 1 heure. Netflix, à lui tout seul, utilise 13% de la bande passante mondiale sur Internet. Netflix est une absolue catastrophe pour les émissions de gaz à effet de serre. Ben là, vous l'entendez, la consommation électrique, vous entendez les ventilateurs, vous entendez le refroidissement. Ça fait partie de la consommation électrique de ces grands centres. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Qu'est-ce que le numérique responsable? Le numérique responsable, c'est la rencontre entre le numérique et le développement durable. Donc si on redevient raisonnable et qu'on articule le numérique pour ce qu'il sait faire, avec la low-tech, on a une vraie capacité à faire progresser l'humanité. We have the freedom, we have the power of choice. That constant sense of connection is both empowering and utterly confusing. En réfléchissant aux fonctionnalités, à l'expérience utilisateur, au nombre de données, aux quantités d'images, on va chercher à optimiser tout ça pour réduire le gras numérique, réduire le poids, la quantité de données. Et donc avec ça, on arrive à réduire, sur certains services, à réduire de 80% l'impact environnemental d'un site web. Our data center is green, not because of our government and local rules and regulations. Our data center is green because we really believe in it and we want to take our responsibility. Si on veut limiter la pollution numérique, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est limiter les usages. Donc dire non, le collier du chien connecté, j'en ai pas besoin, et la montre connectée, j'en ai pas besoin, et le frigo connecté, j'en ai pas besoin. Par l'optimisation des transports, la dématérialisation des échanges, la gestion fine des besoins énergétiques des bâtiments et services publics, ces Smart Cities ouvrent la voie à d'importantes économies en énergie et en émissions de CO2. Si on continue à construire de l'innovation sur de la bonne innovation, on aura vraiment des moyens numériques qui nous aideront dans la transition écologique. Apple adosse des fermes solaires à ses data centers en Caroline du Nord, dans le désert du Nevada, et produit tellement d'électricité que la marque va revendre son surplus d'énergie produite. Mais la tendance est bien réelle, les grosses entreprises d'Internet font donc aujourd'hui pression sur les États pour un accès plus facile aux énergies renouvelables. La révolution Internet va peut-être entraîner derrière elle la transition énergétique. Voici donc l'enjeu du débat de ce matin. Le numérique, depuis qu'il a fait son apparition dans nos vies, est synonyme de progrès. Il s'est imposé comme le principal levier de transformation de notre époque. Il a rendu tellement de choses tellement plus faciles. La communication, la diffusion du savoir, l'information, les déplacements, la médecine. Il optimise nos modes de production, de distribution, de consommation à l'échelle mondiale. Le numérique, omniprésent, si efficace, ressemblait tant à la promesse d'un avenir radieux que jusqu'à très récemment, nous l'avons peu questionné, peu régulé. Nous avons même parfois choisi de vivre dans une ignorance bienheureuse, refusé de considérer les inconvénients liés à toujours plus de numérique dans nos vies. Mais les choses ont changé. Aujourd'hui, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer les impacts délétères du numérique, tout particulièrement en matière d'écologie. Si nous écoutons les plus catastrophistes de ces voix, les progrès du numérique seraient incompatibles avec la survie de notre planète. Et si nous sommes réunis ici ce matin, c'est justement pour écouter ces différentes voix, démêler le vrai du faux, avoir un débat serein et tranché dans l'intérêt des générations futures. La question suivante, le numérique est-il une menace ou une solution pour la planète ? Pour vous permettre, mesdames et messieurs les jurés, et bien sûr à toute la salle, de vous faire une opinion éclairée sur le sujet, nous allons appeler à la barre 3 témoins qui vont être interrogés tour à tour par l'accusation et par la défense et qui vont tenter d'influer sur votre verdict. Si tout est clair, mesdames et messieurs les jurés, tout est clair ? Très bien. Eh bien, j'invite à nous rejoindre sur scène Francis Jutan, directeur général adjoint à l'Institut Mines Télécom, Catherine Dufour, auteure de science-fiction et ingénieure informatique, et Fabrice Flippo, maître de conférences en philosophie, épistémologie et histoire des sciences et techniques. Monsieur Flippo, vous serez le premier à vous faire entendre. Je vous prie donc de venir directement à la barre. Monsieur Fabrice Flippo, pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence devant cette cour, s'il vous plaît ? Eh bien, comme vous l'avez dit, Fabrice Flippo, enseignant-chercheur à l'Institut Mines Télécom Business School.
Et je suis là parce que vous me l'avez demandé. Eh bien, c'est très sympathique de votre part d'avoir répondu à l'appel du tribunal, mais généralement, effectivement, quand on est convoqué dans un tribunal, on vient. Alors, vous allez être interrogé 5 minutes par le procureur, puis 5 minutes par l'avocat, mais avant cela, jurez-vous de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures. Levez la main et dites « je le jure ». Je le jure. Merci, Madame le procureur. Le premier témoin est à vous pour 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais demander, greffier, la première pièce à conviction, s'il vous plaît. La voici. La voici. Donc, comme vous pouvez le constater, Internet est vraiment bien fait, puisque donc, nous avons un site Internet qui permet de calculer en temps réel la consommation des data centers dans le monde depuis que donc, nous avons lancé le compteur. Donc moi, je voudrais savoir, à partir de là, Monsieur Flippo, si vous êtes là, c'est notamment parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle « La face cachée du numérique, l'impact environnemental des nouvelles technologies ». Les data centers, si on prend cet exemple, représentent, d'après un rapport de l'ADEME qui est sorti il y a 6 mois, 10% de la consommation énergétique mondiale. En 2015, ce qui était en France représentait déjà la consommation énergétique de la ville de Lyon. Peut-on donc assumer que le numérique soit intrinsèquement polluant ? Par exemple, est-ce que vous avez d'autres exemples aussi ? Oui, pour donner quelques exemples. C'est plutôt 10% de l'électricité mondiale plutôt que de l'énergie, ce qui est quand même déjà nettement moins. Mais pour donner juste quelques chiffres très rapidement, le numérique, c'est 4 à 5% des gaz à effet de serre mondiaux, et c'est en forte croissance. C'est 20% du lithium, 6% du cuivre, 35% de l'étain, 60% du tantal, 10% de l'or, 20% de l'argent, etc. mondiaux. Et c'est en forte croissance, donc c'est une industrie extractive de premier ordre de grandeur. C'est aussi une industrie qui produit des déchets. Alors, il faut savoir que il y a des millions de tonnes de déchets, mais par exemple, dans un pays comme la France, où il y a quand même de bonnes lois, 40% des déchets, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Donc, on imagine que ce n'est pas tout à fait traité de la bonne manière. Et peut-être le dernier élément, c'est de noter que la croissance de la consommation du numérique a à peu près annulé tous les efforts faits en efficacité énergétique dans tous les autres secteurs. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impact écologique du numérique, donc c'est vraiment son usage au service de la croissance. L'impact numérique s'ajoute au reste. Et, par exemple, les mesures qui ont été faites sur l'habitat. L'habitat réduit son impact énergétique et donc gaz à effet de serre. Mais le numérique a compensé à peu près l'augmentation. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'on fait des économies comptables en s'endettant écologiquement ? On peut dire ça d'une certaine manière. Oui, on s'endette écologiquement, ça ne se voit pas d'un point de vue financier. Est-ce qu'on a des exemples ? Je pensais au fait que, moi j'ai lu quelque part que quand on lisait sur un ordinateur un document de plus de 7 pages, en fait, il était plus écologique de l'imprimer. Je pense aussi à l'impact du CD-ROM, Spotify oui, en fait, ou la pression CD. Qu'est-ce qui est le plus écologique ? Oui, c'est toujours un peu compliqué parce que les comparaisons sont toujours un peu compliquées. Comme on a très peu de temps, mais je suis obligé aussi d'être un peu simplificateur. Mais effectivement, en gros, comme il faut de l'énergie pour faire le papier et qu'on consomme de l'énergie en continu quand on regarde sur l'ordinateur, il y a un certain moment où l'énergie consommée en lisant sur l'ordinateur devient supérieure à l'énergie qu'il a fallu pour imprimer le papier. Alors je ne pense pas que ça marche sur une imprimante personnelle, mais sur un journal acheté au kiosque, oui, ça marche. Très bien. On a vu dans la vidéo de présentation, il y a de plus en plus d'acteurs qui ambitionnent de mettre le numérique au service de l'écologie avec cette initiative qu'on appelle IT for Green. Vous avez répondu à ce phénomène-là en le questionnant dans un livre qui s'appelle « Technologie numérique et crise environnementale, peut-on croire au TIC ?» On est donc tenté de vous poser une question purement rhétorique. Peut-on y croire à cette TIC verte ? Pour l'instant, ce que je dis, c'est que non, il ne faut pas y croire, dans la mesure où les exemples qui sont mis en avant, notamment ce que vous avez donné de la Smart City, une bonne partie des Smart Cities qui sont montrées comme étant des exemples sont des villes qui, pour X ou Y raison, n'ont pas fonctionné ou n'ont pas montré de gains très importants en termes notamment de gaz à effet de serre. Et quand on regarde où sont les grandes marges de manœuvre pour réduire les gaz à effet de serre, en général, le numérique joue un rôle marginal. Je donne l'exemple de l'isolation des bâtiments. Intelligent ou pas intelligent, un bâtiment bien isolé, il est bien isolé, point barre, c'est tout. Et on peut trouver énormément d'exemples de ce type-là quand on regarde dans les différents secteurs. Dans l'agriculture, c'est pareil. Agriculture biologique ou permaculture, c'est ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre. Avec ou sans numérique, ça change pas forcément grand-chose. Donc le levier principal, pour moi, il n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas jouer un certain rôle,
mais si les autres secteurs ne bougent pas, ça ne va pas changer grand-chose. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je n'ai plus de questions. Merci, Madame le procureur. Maître Flure, le témoin est à vous. 5 minutes également. Merci, Madame la Présidente. Je ne sais pas si on m'entend. J'utiliserai cette pièce à conviction pour ma deuxième question, si vous permettez. Vous pouvez la retirer, j'aimerais bien ménager l'effet de surprise. Monsieur Flippo, comme vous le voyez, j'aimerais moi aussi parler de chiffres. Suite à une étude publiée par The Shift Project cet été, on peut lire un peu partout, et vous l'avez vous-même rappelé, que le numérique est responsable de 4% des gaz à effet de serre dans le monde. Mais se concentrer sur ces 4%, est-ce que ce n'est pas oublier les 96% restants que le numérique pourrait par ailleurs permettre de réduire? En clair, avec de tels raisonnements, est-ce qu'on ne risque pas de tuer le numérique dans l'œuf? Pour l'instant, le numérique, comme vous l'avez dit d'ailleurs dans la présentation, il est au service de l'amélioration de l'efficacité de la production. Donc, au service de consommer plus, produire plus. C'est l'usage qui est très largement majoritaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certains autres usages qui vont favoriser, disons, d'autres modes de vie. Mais pour l'instant, quand on regarde l'évolution des gaz à effet de serre mondiaux, quand on regarde l'évolution de l'empreinte écologique de la France, la trajectoire de la France, on a 25 ans de numérique derrière nous quand même. Ce n'est pas comme si ça avait commencé hier matin. Donc au bout de 25 ans de numérique et de numérisation, ça a favorisé très clairement la mondialisation, ce qu'on a vu, hein, la containerisation générale de l'économie, les flux de matière, tout ça, ces flux de matière, ils sont coordonnés en grande partie par le système numérique. Donc c'est au service plutôt de l'augmentation de la production, et ça marche d'ailleurs, hein, il faut reconnaître. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un coût, et notamment un coût écologique, puisque c'est le sujet de ce matin. Vous nous avez cité beaucoup de causes, j'aimerais maintenant convoquer ma pièce à conviction, si elle arrive. Parce que j'aimerais revenir sur ces gros titres, sur ce gros titre qui est paru partout dans les médias de 4%. Parfois, la réalité est un peu plus complexe. Comme on peut le voir sur ce diagramme, les usages hors vidéo ne représentent que 20% de cet impact du numérique. C'est la même étude qui donne ces chiffres. Ceci étant dit, n'est-il pas injuste d'accuser le numérique en bloc? Est-ce qu'on ne devrait pas parler des numériques, les différencier, les distinguer, avec certains plus vertueux que d'autres? Non, mais sans doute. Après, la vidéo en ligne, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des centaines de milliards qui sont investis. Netflix, c'est une boîte qui marche assez bien en bourse. Quand vous regardez la chaîne de valeur, qui met de l'argent dans le numérique pour faire quoi? Qui met des milliards de milliards? C'est pour faire de la vidéo en ligne, c'est pour faire circuler les marchandises, etc. Donc oui, il y a d'autres usages, mais ces usages sont minoritaires. Et la question, c'est comment ces usages minoritaires, hein, qui ont été évoqués par Frédéric Bordage, d'ailleurs, que je connais bien, dans la petite vidéo tout à l'heure, comment ces usages minoritaires vont devenir majoritaires. Et pour moi, ce n'est pas que le secteur du numérique, c'est toute la société de croissance qu'il faut remettre en cause pour que ces usages minoritaires deviennent majoritaires. Sinon, ils vont se faire bouffer par les autres. C'est-à-dire qu'on va réduire un tout petit peu le nombre de sites web, la taille des sites web, mais on va en faire toujours plus de sites web. Et ainsi de suite. Donc ça va être les progrès dans l'efficacité vont être grignotés par, parce qu'on parlait de sobriété, vont être grignotés par l'accumulation de toujours plus de services, en fait. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Une logique implacable. Parmi ces usages minoritaires dont vous appelez de vos voeux finalement le développement, est-ce que vous avez quelques exemples qui vous viennent Est-ce qu'il y en a qui trouvent grâce à vos yeux, justement dans ce Non, c'est pas trouver grâce, mais ce que dit Frédéric Bordage en général est tout à fait fondé. Hein. Enfin, moi, je partage ses avis, c'est-à-dire qu'il a montré que le site web, en gros, le site web de la SNCF, on pouvait le réduire de 90%. Oui, effectivement, on pourrait le réduire de 90%. Ce qu'il y a, c'est que est-ce que le service marketing va être d'accord? Parce que tous les trucs très jolis et qui font venir le chaland, est-ce qu'il va être d'accord pour que ce soit moins sexy, moins attrayant, avec moins les gadgets à la mode et toutes ces choses-là? C'est ça qu'il y a derrière. C'est est-ce qu'on veut vraiment changer de paradigme ou, pour employer un mot un peu éculé, mais c'est quand même la vraie question. Sinon, techniquement, il y a tout un tas de choses qui sont faciles à faire. En général, je vous donne quelque chose que j'aimerais bien avoir, moi. J'ai un téléphone Nokia sur lequel il faut taper et c'est très chiant. Et je ne veux pas avoir un smartphone. Il n'y a pas un truc sur lequel on peut taper des SMS et faire le téléphone, c'est tout. Cet appareil-là, je ne le trouve pas. Tout simple. Pourquoi il n'y en a pas? Moi, je voudrais bien un appareil comme ça, par exemple, qui consomme le minimum, qui soit réparable, un peu dans l'esprit du Fairphone. Voilà, donc c'est une idée, mais il y en a plein des idées comme ça. Mais c'est des idées qui sont dans des petits groupes très minoritaires
Et là où va l'argent, bah, c'est pas là. C'est un constat. Très bien, on va contacter Tim Cook pour essayer de lancer ce nouveau téléphone. Tim Cook, par exemple, il ne va pas tout à fait dans le bon sens. Alors, juste une précision sur Apple. Rappelez-vous quand même que quand Apple développe l'énergie renouvelable aux États-Unis, ça n'a aucun impact sur la chaîne de fabrication qui est en Chine. D'accord? Et d'une part. D'autre part, quand on dit le numérique, on a parlé beaucoup de l'usage en consommation. Un impact majeur, c'est à la fabrication. Donc une fois qu'on a l'appareil, on a déjà consommé beaucoup en réalité. Je pense que je ne vais pas rallonger cet interrogatoire et passer au témoin suivant. Merci beaucoup, Monsieur Flippo. Merci, maître. Monsieur Flippo, eh bien oui, vous pouvez retourner à votre place. Merci à vous. J'appelle maintenant à la barre notre deuxième témoin. Oui, on peut applaudir Monsieur Flippo. Deuxième témoin, donc, Madame Catherine Dufour. Je vous prie de venir à la barre, s'il vous plaît, de décliner votre identité et les raisons de votre présence devant cette cour. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Catherine Dufour, je suis écrivaine de science-fiction. Et comme mon prédécesseur, je suis venue parce que vous me l'avez demandé gentiment. Et c'est très aimable à vous. Eh bien, comme Monsieur Flippo, vous allez être interrogé d'abord par le procureur Salin et puis par Maître Flure. Mais avant ça, pouvez-vous, vous aussi, lever la main et jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Je le jure. Merci. Madame le procureur, le témoin est à vous. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que c'est Non, c'est bon, tout va très bien. Madame Dufour, vous êtes bien placée en tant qu'auteur de science-fiction pour savoir à quel point la littérature regorge d'exemples de récits catastrophistes qui impliquent une innovation numérique qui pourrait échapper à l'usage, à la maîtrise de la population. Ma question, ce serait en quoi les œuvres de science-fiction peuvent aider à préparer l'avenir et notamment, est-ce qu'on peut en retirer des leçons pour savoir comment prévenir les risques pour la planète? Oui, alors la science-fiction sert à ça. La science-fiction, c'est une littérature d'habituation, donc je vous explique. Vous prenez le meilleur des mondes, Brave New World, je crois que tout le monde a à peu près lu, au moins entendu parler. Donc c'est de Huxley et c'est paru en 1931. Alors je vous fais un résumé rapide, en langage moderne on dit un pitch. C'est une société assez dictatoriale qui est bâtie sur la biogénétique, le tripatouillage des embryons. Le fait que nous tous, lecteurs et lectrices, nous toutes et tous, citoyennes et citoyens, on ait lu ce livre pendant des générations parce que ça a été un succès massif, ça a fait que tous ensemble, on a pu réfléchir à l'avance à ce qui arriverait le jour où les biotechnologies existeraient vraiment, où elles arriveraient vraiment dans notre assiette. Donc du coup, quand elles sont arrivées dans notre assiette, on avait déjà l'habitude de cette idée et on a pu mettre des garde-fous à temps, comme la non-brevetabilité du vivant, interdiction de tripatouiller les embryons humains. La science-fiction, ça sert vraiment à ça. C'est à accueillir la nouvelle technologie avec suffisamment de réflexion pour ne pas aller droit vers la catastrophe. Alors, quelquefois, par contre, la science-fiction, elle a raison. Et puis, on ne la croit pas. Alors là, je vais vous parler de 1984. Je crois qu'à peu près tout le monde en a au moins entendu parler. 1984, le pitch rapide, c'est simplement une abominable dictature, c'est un mélange entre Hitler et Staline. Il y a un affreux nommé Big Brother qui surveille tout le monde à travers des télécrans, les téléscreens. Donc on a appris beaucoup de choses de 1984, notamment attention à tous ceux qui veulent modifier la langue, avec la novlangue, c'est un terme de 1984 qui est entré dans le langage commun. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas du tout, on ne s'est pas du tout méfié. Il avait raison et on ne l'a pas cru, c'est qu'à la fin, le héros, tout d'un coup, tombe amoureux de Big Brother. Il se sent enfin baigné dans le flot universel de toute l'humanité qui aime Big Brother, qui les surveille tous et toutes à travers le téléscreen. Donc là, ça a été un vaste éclat de rire. Ni vous ni moi, on a envie de tomber fou amoureux de quelqu'un qui est un mélange entre Hitler et Staline, sauf gros problème psychologique. Et donc la fin est vraiment passée à l'as. Est-ce qu'il y a une personne ici qui n'a pas un téléscreen dans la poche, ou au travail, ou à la maison? Qui n'a pas d'écran, pas de smartphone? Aucun. Monsieur Flippo, je crois, mais sinon... Voilà. Qui l'aime pas? Qui le déteste? Qui voudrait vraiment jeter son portable et est bien obligé de le supporter? Voilà. On est tous tombés amoureux de Big Brother. Il nous a chopés par l'affectif. On ne s'est pas méfié. Orwell avait raison et nous, on ne s'est pas méfié.
Ce qui fait qu'en fait, c'est un réel risque qui doit être pris au sérieux. En fait, ce n'est pas juste un simple ressort narratif. C'est de la power, c'est du soft power. C'est pas tout à fait, c'est ni Hitler ni Staline, mais ça reste de la power. Donc ça doit être effectivement surveillé par les citoyens et les citoyennes, c'est-à-dire pris en charge par le politique pour pas que ça dérive à n'importe quoi. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous, mais nous en reviendrons plus tard. Alors, ce matin, des centaines de futurs ingénieurs mines et télécoms présents dans cette salle, mais également en streaming, j'y reviendrai plus tard, à travers la France, nous regardent. Vous, quand vous écrivez vos livres, vous passez du temps à vous mettre à leur place pour essayer de comprendre leur raisonnement. Et voilà, parce qu'en fait, ils sont potentiellement le prochain sujet de vos prochains livres. Est-ce qu'il y a un message ce matin que vous aimeriez leur adresser ? Quel est leur rôle? Est-ce qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis des générations futures? Ah oui, oui, s'il y a des gens qui ont une responsabilité pour le monde futur, c'est bon sang, c'est vous, c'est pas moi. Moi, je voulais vous parler de Lise Meitner. Alors, Lise Meitner, c'est une femme juive allemande dans la première moitié du XXe siècle. Autant dire qu'elle n'a pas eu une vie facile. Et elle était dans son labo, elle travaillait et elle bombardait des noyaux lourds pour en faire des noyaux très lourds. Elle avait envie, bon. Et elle s'est aperçue, c'est rigolo, que quand on bombarde un noyau très lourd avec un noyau lourd, qu'est-ce qu'on obtient? On n'obtient pas un noyau encore plus lourd, mais on obtient une fission qui dégage, oh comme c'est stupéfiant, une énorme énergie. Et elle a publié un article là-dessus dans la revue Nature en 1938. Je crois que c'est un des plus gros oupsis de la science. Elle aurait peut-être pas dû, parce que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd vis-à-vis de tous les états-majors de tous les pays qui, à l'époque, fourbissaient leurs ogives pas encore nucléaires. Voilà, des catastrophes comme ça, où vraiment l'ingénieur aurait peut-être mieux fait de réfléchir 5 minutes avant de publier. Évidemment, je vous rappelle Alfred Nobel, qui a créé le prix Nobel pour se faire pardonner d'avoir inventé la dynamite. Et beaucoup plus récemment, il y a un jeune ingénieur qui est informaticien à la Poste, et il a fait un super logiciel pour faciliter les services de la Poste. Ça marchait tellement bien qu'il a flanqué, je ne sais plus, 20 000 personnes au chômage. Quand il s'en est rendu compte, il s'est couvert la tête de cendre. Je ne sais plus ce qu'il est allé faire, soit de l'ingénierie dans une ZAD, soit élever des chèvres. Mais vraiment, ça l'a marqué d'avoir comme ça participé à quelque chose dont on peut dire éthiquement il n'est pas fier. Donc moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est simplement soyez éthique. Au-delà de tout ce que vous allez faire de merveilleux, réfléchissez à l'impact que ça peut avoir. Et puisque vous allez vraiment créer le monde de demain, rendez-le meilleur, en fait. Merci beaucoup, Madame Dufour. Madame la Présidente, je n'ai plus de questions. Merci, Madame la Procureure. Maître Fleur, je vous en prie, vous disposez également du témoin pendant 5 minutes. Oh, j'aurais dû non. Je trouve que ça a dépassé largement les 5 minutes. De 10h27 à 10h32, très exactement. Très bien, très bien. Madame Dufour, je comprends très bien qu'il faille alerter, mais est-ce que vous ne portez pas injustement préjudice au numérique? N'a-t-on pas aussi besoin de récits positifs pour nous guider? Personne n'écrit pour nous proposer un monde dans lequel numérique et écologie iraient de pair. Au 19e siècle et au 20e siècle, les gens parlaient beaucoup de l'an 2000. On rêvait beaucoup de l'an 2000, on rêvait beaucoup du millénaire suivant, on rêvait beaucoup du 21e siècle. Au début du 20e, les gens imaginaient qu'on se chaufferait tous au radium. C'était merveilleux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un jour utilisé l'expression « Oh là là, quand je pense à ce que je ferais au 22e siècle » ? Non. Personne ne rêve du 22e siècle et c'est un vrai problème. Voilà, je crois qu'on est tous à peu près d'accord. Notre futur a une tête d'accident de voiture, pour diverses raisons, numériques, climatiques et autres. Alors avec une bande de copains auteurs de science-fiction, vous connaissez peut-être Alain Damasio, il y en a d'autres, on s'est dit qu'on allait désincarcérer le futur. Donc on essaye maintenant de lancer des ateliers d'écriture collective où on tâche de se projeter dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, en prenant en compte le numérique et tous les progrès numériques, mais en essayant de remettre dedans du politique et de l'optimisme. Voilà, le groupe auquel j'appartiens s'appelle Zanzibar. Et ces ateliers-là, c'est les ateliers Bright Mirror, par opposition à Black Mirror, qui est la série qui donne envie d'aller lire un Gaston Lagaffe une fois qu'on a vu un épisode, tellement c'est sordide. Voilà, donc si vous voulez, vous essayer de créer, désincarcérer le futur et créer mettre en scène ensemble, réfléchir ensemble collectivement
à un futur qui donne pas immédiatement envie de mourir et un 22e siècle qui rigole, n'hésitez pas à venir écrire avec nous, parce que de toute façon, il faut en venir à l'écriture collective, parce qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs. Voilà qui est motivant. Est-ce que le numérique, changement de sujet complètement, est-ce que le numérique en tant que système d'information qui nous relie, puisqu'on a tous un téléphone sur nous, ne serait pas justement la clé de voûte d'un passage à l'action, d'un plus grand nombre de personnes ? Alors oui, ça permet un passage à l'action d'un plus grand nombre de personnes, de citoyens et de citoyennes. Ça permet aussi un passage à l'action d'un plus grand nombre des pires personnes existant sur cette terre. Voilà. Enfin, le numérique, c'est comme l'intelligence artificielle, c'est comme tout ce que vous voulez. L'important, c'est le politique, l'important, c'est la façon dont on l'emploie. Et vous nous avez, encore une fois, je reviens sur ces téléphones qu'on a tous sur nous, desquels on est tombé amoureux à force d'être sollicités. Est-ce que la sobriété du numérique, elle ne passerait pas au fond par une écologie de l'attention, tel qu'en parlait le chercheur du CNRS Yves Citon, qui alerte sur la surabondance de ces sollicitations à laquelle le monde connecté nous soumet? Est-ce qu'au-delà d'une technologie éthiquement vierge, on ne devrait pas simplement se poser la question de nos usages contemporains et les regarder en face? Alors je crains que ça ne crée qu'une sollicitation de plus. Voilà, c'est-à-dire qu'on va dire déjà non, on est débordé de sollicitations, et en plus avoir une sollicitation nous invitant à nous intéresser au nombre de sollicitations, à réduire le nombre de sollicitations. Ça fera une sollicitation de plus. Moi, ça me parlait un peu du double bind, de la double contrainte, quoi, de type soyez attentifs, adressé à des gens débordés. Je crois que vous avez employé la notion de technologie éthiquement vierge. Je crois juste absolument pas à la virginité d'aucune technologie. D'abord, l'être humain est quand même une créature. Si vous mettez au milieu de la salle un bouton rouge avec marqué « N'appuyez pas là », vous n'aurez même pas le temps de finir de lire l'étiquette qu'il y a quelqu'un qui aura appuyé dessus. Il faut faire avec ce qui est en train de se créer technologiquement, parce qu'on ne pourra pas se retenir de le créer si on en est capable. Cela dit, refuser la technologie, c'est toujours possible. Moi, je vous amène à lire Les Furtifs de Damasio, et il y a beaucoup de gens, je ne sais pas, lisez Lordon et autres, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus pour refuser un monde, peut-être pas un monde connecté, mais un monde où, derrière, on est systématiquement traqué. Parce qu'on essaye de nous faire croire qu'être connecté, c'est la même chose qu'être traqué ou être débordé. Pas du tout. Il y a toutes sortes d'autres technologies, dont on parle effectivement beaucoup moins, qui nous permettraient de profiter du numérique sans nous faire avoir par le numérique. Madame Dufour, je vous remercie d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci. Merci maître, merci madame Dufour. J'appelle maintenant donc notre troisième et dernier témoin, monsieur Francis Jutan. Alors, je vous demande, comme vos prédécesseurs, de décliner votre identité et de justifier de votre présence devant cette cour ce matin, s'il vous plaît. Francis Jutan, donc je suis, un petit clin d'œil à nos amis africains, je suis presque un arbre africain du numérique, parce que je le fréquente depuis très longtemps. D'accord. Eh bien, et je me serais battu pour venir si vous ne m'aviez pas invité. Merci à vous. Alors vous aussi, vous allez être interrogé 5 minutes par madame le procureur, puis 5 minutes par monsieur l'avocat. Mais avant ça, comme tout le monde, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Levez la main et dites « je le jure ». Pour les générations présentes et futures, je le jure. Madame le procureur, le témoin est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous le dites vous-même, vous êtes l'arbre africain du numérique en quelque sorte, c'est-à-dire que vous avez connu l'époque, j'imagine, des pionniers libertaires des Internets, qui n'est pas exactement celui des GAFAM d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que des alternatives responsables comme l'open source ou l'autorégulation puissent être consensuelles? Et surtout, j'ai envie d'ajouter, à la hauteur des enjeux, dans la mesure où, comme nous le voyons, les usagers eux-mêmes semblent être pétris de contradictions. Ok, donc la réponse est oui, je vais essayer de développer un peu, mais je voudrais revenir sur le serpent qui se mord la queue. Parce que dans les mythologies, le serpent qui se mord la queue, c'est Ouroboros, c'est le serpent qui entoure la terre et le protège. Mais c'est aussi le symbole du rajeunissement et de la résurrection. Donc je trouve ça intéressant pour le numérique. Alors bien sûr, on n'est pas du tout condamné à avoir d'un côté un numérique où un certain nombre d'entreprises capitalistiques s'emparent des technologies pour dominer le monde. De l'autre côté, le rêve des libertaires, on dit que l'Internet c'était libéral, libertaire, libertin. On n'est pas du tout condamné à ça, au contraire, puisque justement, il y a déjà des preuves. L'open source, c'est exactement ce mouvement où
des gens se mettent ensemble, quelque part vont être une alternative très créative et très productrice. Donc on a déjà cette possibilité, et dans l'avenir, ce n'est pas uniquement de l'open source pour faire du logiciel, mais ça va être des open source de compétences, de solutions, de technologies qui vont se développer. Donc oui, résolument, on a avec le numérique ces capacités à travailler ensemble au-delà de cette opposition. Et quant de l'autorégulation dont on parle, bien sûr que la régulation installée, qui est la régulation du droit, le droit, les juridictions, etc., elle est très lente. Le numérique est très rapide. Donc on a ce décalage aujourd'hui. Et c'est effectivement par l'autorégulation, c'est-à-dire la possibilité pour chacun d'agir là où il est, que l'on va expérimenter, tester, et ensuite la régulation va s'emparer de tout ça. Donc oui, il y a bien sûr des solutions pour sortir de ce combat de tranchées. On peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Très bien. Je voudrais maintenant parler un petit peu Déjà, je voudrais convoquer une prochaine pièce à conviction, s'il vous plaît. Et je voudrais qu'on parle un petit peu des générations présentes qui sont en face de nous et qui nous écoutent en streaming. Puisqu'il y a eu... ce ne sont pas tout à fait les mêmes générations quand même qui s'annoncent. Ils ne sont pas exactement conscientisés de la même façon. Est-ce que la pièce à conviction arrive ? Alors, ce n'est pas celle-là. Mais je peux peut-être raconter de quoi il s'agit. Il s'agit du manifeste des étudiants pour la transition écologique. C'est ce manifeste qui est sorti il y a maintenant 1 an et qui continue à agréger des signatures de la plupart des grandes écoles. Il a été signé aujourd'hui par 30 000 étudiants, dont plusieurs centaines des mines télécoms. Peut-être qu'il y en a dans cette salle, on ne les dévoilera pas. Et ce manifeste dit, donc je cite, « Au fur et à mesure que nous approchons de notre premier emploi, nous nous apercevons que le système dont nous faisons partie nous oriente vers des postes souvent incompatibles avec le fruit de nos réflexions et nous enferme dans des contradictions quotidiennes. Nous avons besoin d'un nouvel objectif que celui du maintien à tout prix de notre capacité à consommer des biens et des services dont nous pourrions nous passer. » Alors vous qui êtes au cœur du système de formation de ces futurs ingénieurs, est-ce que vous percevez une différence de point de vue sur ces questions ? Oui. D'abord, j'aurais pu signer ce manifeste. Je pense qu'on a là face à un mouvement de fond qui est parti il y a des dizaines d'années, que les sociologues appellent le phénomène d'individuation. Avant, on pensait par, j'allais dire, la classe, ses origines, etc., qui dictaient ses pensées. Maintenant, on a conquis, petit à petit, et ça a été un mouvement lent, la capacité de penser par soi-même, d'agir par soi-même. Et ce phénomène d'individuation, il se développe beaucoup. Ça a donné, il y a quelques décennies, des mouvements plutôt du type No Future. On ne savait pas où aller. Et d'ailleurs, les adultes ne montraient pas très bien la solution vers où aller. Et donc, petit à petit, avec le numérique, avec les capacités de communiquer, d'échanger, d'accéder à l'information, de se former, eh bien, on fait ce que les Américains appellent de l'empowerment, qu'on appelle aujourd'hui de l'encapacitation. Ça veut dire qu'on développe les capacités de tout le monde. Et bien sûr, les générations qui arrivent, c'est elles qui utilisent le plus ces capacités du web pour se former. Donc, effectivement, ces générations disent on ne veut plus rentrer dans des sociétés hyper processées. On veut pouvoir, là où on est, penser, agir, échanger, tester, et donc travailler ensemble. Et ça, c'est un mouvement de fond. On aura peut-être l'occasion d'en reparler avec l'avocat de la défense tout à l'heure, mais c'est vraiment un mouvement de fond. Très bien. Écoutez, je vais laisser la place à l'avocat de la défense. Merci beaucoup, Monsieur Jutin. Merci, Madame le procureur. Maître Flur, vous avez 6 minutes, car nous avons un petit peu dépassé. Madame la Présidente, j'aimerais tout d'abord qu'on retienne à charge que Madame la procureure a tenté délibérément de spoiler ma pièce à conviction, que je convoque, bien évidemment. Monsieur Jutin, j'aimerais qu'on fasse un petit point technologique. On a beaucoup entendu parler des lois de Moore, que je mets avec des gros guillemets parce qu'on devrait peut-être plus parler de conjectures de Moore, qui prédisent de manière empirique que la puissance, la complexité de nos ordinateurs doublerait tous les 2 ans. Des fois, on entend tous les 18 mois, ça dépend qui en parle. Bref. Est-ce que c'est une loi sans fin ou une future limite pour le numérique ? Alors, effectivement, cette loi de Moore, tous les 3 ans à l'origine, on multiplie par 4 la puissance de calcul. Elle a été imaginée par Moore en 1974, et elle a été très importante parce qu'elle a servi à toute une industrie, celle qui faisait les circuits intégrés, les logiciels, les systèmes, etc., à se caler sur cette règle de 3 ans. Du coup, d'ailleurs, on a installé ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Tous les 3 ans, une nouvelle génération.
Bon. Cette loi de Moore, on savait, donc les physiciens, on savait qu'elle avait ses limites, parce qu'un jour, et on y est quasiment, avec les limites physiques des transistors de finesse de gravure et autres, on savait qu'elle s'arrêterait. En fait, elle s'est déroulée pendant longtemps. Elle a commencé à ralentir il y a une quinzaine d'années à peu près, parce qu'on n'arrivait pas à réduire la consommation des circuits. Donc cette loi de Moore, elle est finie. Ça veut dire que l'open bar en numérique, c'est fini. Ça veut dire qu'il faut commencer à réfléchir. Et on va réfléchir d'abord, les entreprises se rendent compte que l'énergie, c'est cher. L'énergie numérique, donc elles vont diminuer. Ensuite, on va commencer à dire plus d'obsolescence programmée, donc on se relibère pour pouvoir concevoir des appareils qui vont durer plus longtemps, des logiciels qui vont durer plus longtemps. On va aussi commencer à dire, mais on peut réduire la consommation des logiciels, on a des chercheurs dans nos labos qui le font, et puis on va réfléchir, c'est amplement introduit aux usages. Quels sont les usages qui ont une utilité sociale, économique et sociale ou pas? Donc, je pense qu'on a un mouvement qui va nous permettre quelque part de maîtriser cette énergie numérique, la consommation du numérique, et donc en rendre quelque chose d'utile. Et je pense que les témoignages, le premier témoin était aussi très, très explicite là-dessus par les limitations d'un certain nombre de ces arguments. Passionnant. Nous avons un problème de ressources, ce n'est un secret pour personne. Mais justement, avec le numérique, ce rapport aux ressources ne serait-il pas en train de muter vers un modèle différent? Je pense notamment aux entreprises, à notre secteur économique. Alors, c'est vrai que, quelque part, les défis qu'ont l'humanité, c'est pas le numérique va être une solution, mais le premier défi, c'est arrêter cette société de consommation. On ne peut pas continuer cette société de consommation avec 10 milliards d'habitants à l'horizon de 2050, c'est pas possible. Donc effectivement, il y a des solutions. Le numérique ne résoudra pas ça. C'est un problème de société, même si ça va être un outil très performant pour ça. Ensuite, effectivement, on a besoin, pour faire face aux différents challenges posés par le développement économique et le développement de la population, de la santé, etc., on a besoin de science et de technologie, de science pour observer, comprendre. Et le numérique est aujourd'hui un outil très, très puissant d'exploration, de modélisation, de simulation. Donc c'est une première contribution. La deuxième chose, on sait que le climat, il y a des évolutions qui sont lancées, il faut être capable de s'adapter, et là encore, les technologies, pas que numériques, mais les technologies et le numérique permettent d'imaginer des solutions, de développer des performances, c'est, je pense, très, très important. Donc, si on regarde l'ensemble, on est sûr que le numérique n'est pas la solution pour ces problèmes écologiques, mais en est effectivement une des composantes très forte pour que la société puisse prendre conscience. Et j'oubliais un point qui est extrêmement important, c'est que le numérique, c'est aussi un outil pour travailler sur les comportements. L'échange de points de vue, l'accès à l'information, la formation elle-même à un certain nombre de technologies, etc., ça va être capital parce que le changement ne va pas venir de décisions qui vont être prises comme ça globalement. On voit bien que ce n'est pas des fonds à 40 000 milliards ou 4 000 milliards qui vont changer, c'est effectivement les comportements. Donc là, le numérique, c'est aussi un outil puissant pour ça. Et vous le savez. Est-ce que j'ai encore du temps? Au fond, toutes ces inquiétudes face au numérique qu'on a entendues, est-ce qu'elles ne seraient pas liées justement au fait que cette mutation, elle est encore en cours, qu'elle n'est pas encore terminée? On nous dit, ça y est, le numérique est arrivé dans nos vies, il a tout changé. Est-ce qu'on n'est pas en fait en cours de processus? Est-ce que c'est pas ça qui pêche et qui nous empêche de fonder nos espoirs? Oui, c'est peut-être même le point le plus important. Aujourd'hui, on est en fait dans un changement civilisationnel. Ce que j'appelle cette métamorphose du numérique, elle va nous amener de la société industrielle vers la société informationnelle. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer l'industrie, etc. Mais ça veut dire que cette société, ce qui va nous guider, c'est l'information, c'est cette société informationnelle. Donc on a des changements extrêmement importants, par exemple de l'économie. L'économie industrielle s'est fondée sur la propriété que l'on défend, etc. Au contraire, on va faire des communs. L'avantage des données, de l'information, c'est que c'est non rival. Si quelqu'un s'en sert, ça n'empêche pas d'autres de se servir de cette information. Donc on va faire des communs, qu'on appelle des communs, on va mettre ensemble des choses pour les partager. Et plus on en met ensemble, plus on a accès à des solutions, à des données. Donc ça va être une transformation fondamentale de notre économie, de notre civilisation.
et plus même, et peut-être qu'il faudra en terminer par 2 points. Le premier point, c'est qu'on a eu l'économie du primaire, des matières premières, de l'agriculture, du secondaire, de l'industrie, du tertiaire, des services, avec le développement notamment de tous les services publics, etc., qu'il faut bien sûr continuer. On va avoir une économie du quaternaire. Ça veut dire une économie, on va parler d'interaction, à la fois de compétences, de connaissances, de données. Et c'est cette économie-là qui est en train de naître, et le numérique, c'est un de ses leviers. Donc on a, face à cette problématique qu'on se pose aujourd'hui, on a plusieurs solutions. Rapidement, s'il vous Oui, plaît, hein. Là, vous bien avez sûr, dépassé votre mais temps. c'est l'avenir de l'humanité qui se joue. Donc, par rapport à cela, on a plusieurs C'est à moi solutions. d'en juger, monsieur le Oui, témoin. mais il ne faut pas nous empêcher de parler. Alors, on a 4 solutions. C'est pourtant mon rôle. On a 4 solutions. On a une première solution, c'est la régression. Revenir à l'agriculture, à la période d'agriculture-élevage. Rabi le propose très bien. On a une autre solution. Quand il y a eu la venue de l'ère industrielle, les Amish se sont dit, nous, on va en rester, on va se figer à la civilisation d'avant, qui était la civilisation agricole. La troisième approche, c'est de dire, on va essayer de bricoler quelque chose. Vous aviez dit 2 approches, s'il vous plaît, monsieur Jutan. Ce procès devient inéquitable. Vous avez été interrogé pendant 6 minutes par madame le procureur. J'ai chronométré aussi les autres Vous en êtes temps. à 7 minutes, Donc je 8 vais minutes, terminer. s'il vous plaît. Je vais terminer. Vous terminez en 30 secondes, s'il Et vous donc, plaît, monsieur il faut Jutan. quelque part faire face à ces besoins en utilisant les outils du numérique, c'est-à-dire ces outils de coopération, ces outils d'interaction, de coopération qui fait investir dans l'intelligence humaine. Et ça, on va petit à petit le traduire dans nos formations d'ingénieurs. Vos formations d'ingénieurs et de managers ont été fondées à l'ère industrielle. Il faut nous maintenant vous apporter ces compléments qui sont liés aux outils de cette ère civilisationnelle de l'information. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Jutan. Je ne me lassais pas de vous écouter. Monsieur Jutan, merci. Maître Flur, nous en avons terminé avec l'audition des témoins. Il est temps de passer au moment où vous pourrez juger de l'éloquence et de la force de persuasion de notre procureur et de notre avocat, les plaidoiries, mesdames et messieurs. J'appelle donc à la barre madame le procureur. Madame Salin, vous avez la parole pour votre réquisitoire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est la force des idées, avant tout, qui gagnera ce matin, et non pas forcément l'éloquence. Je tiens quand même à le dire, je fais appel à votre intelligence avant tout. Mesdames et messieurs les jurés, pas de suspense. En ce qui me concerne, les choses sont extrêmement claires. Je ne comprends même pas qu'on se pose la question, tant l'offre de preuves était évidente. Oui, le numérique menace la planète. Plus exactement, on s'entend la vie sur Terre, puisque la planète, en réalité, comme vous le savez, s'en sortira toujours très bien sans nous et nos smartphones. Si le numérique ne sera pas responsable directement de notre disparition, il y aura largement contribué. Autrement dit, non seulement il n'est pas la solution au problème climatique, comme va essayer de le faire croire mon collègue avocat, mais en plus, il en est une des causes percées, c'est-à-dire en lui-même, mais aussi en tant qu'élément déterminant dans l'accélération du processus de l'Anthropocène qui nous entraîne inexorablement vers le cataclysme, comme vous le savez également. Alors, comme vous l'aurez compris, la question est à la fois celle du numérique en lui-même et celle de ses usages. Aucun progrès technique n'est bon ou mauvais en lui-même, mais il convient de s'interroger sur les conséquences de ce qu'on en fait. Bon, explorons quand même un petit peu les arguments. Rappelons déjà l'impact environnemental de l'industrie numérique. Vous avez compris, les data centers, j'aime beaucoup. Le syndicat des entreprises du numérique en France, le Syntec, selon le Syntec, un data center de 10 000 m² consomme autant qu'une ville de 50 000 habitants. 30 à 50% de ce qu'il consomme sert uniquement à le refroidir. La consommation globale des data centers a augmenté de 50% entre 2013 et 2020. Pour moi, ces statistiques et ce modèle de fonctionnement intrinsèque de cette activité, cela défie la notion même d'efficacité énergétique. De fait, le modèle et son usage sont indissociables. En plus, le principal intérêt du numérique, en nous sortant du monde matériel, c'est de nous faire croire que les limites physiques n'existent pas. Outre le gain de productivité dans le système capitaliste, mais j'y reviendrai, une société des écrans représente quand même quelques avantages non négligeables. Je ne vais pas non plus faire un point sur nos camarades qui se battent à Hong Kong, mais c'est quand même beaucoup plus pratique pour générer une inertie indispensable à une certaine forme de contrôle social. Parce que, et donc je remercie mon collègue avocat de l'avoir mentionné, c'est bien au loisir que sert avant tout le formidable progrès qu'est l'industrie numérique. Je voudrais savoir ici qui ici a binge-watché une série dans les 3 dernières semaines.
Qui a déjà joué à un jeu vidéo en ligne? Je vous rassure, moi aussi, hein, je plais coupable. Voilà. Qui aurait mieux fait d'aller réviser? Non, je déconne. Le principe du numérique dans ce système actuel, c'est en bonne partie mettre notre capacité d'attention sur le marché du divertissement à coup de notifications et d'autres offres alléchantes. Alors, nonobstant ce type d'externalité, il semblerait tout de même que toute vigilance citoyenne n'ait pas été totalement éradiquée. Les gens se parlent encore, ils osent même poser des questions, voire protester. Si on parle des data centers, et je ne sais pas si vous savez, mais il y en a pas mal en Seine-Saint-Denis, notamment à la Courneuve, où un collectif d'habitants a carrément fait un procès à l'entreprise qui voulait s'y installer. Ils l'ont gagné, d'ailleurs. Bon, après, voilà, les data centers les plus consommateurs, par exemple ceux de Facebook, eux, ils ne sont pas en Seine-Saint-Denis, hein, ils sont en Laponie. Il paraît même qu'il y en a en Arctique. On espère que la faune locale est plus conciliante. D'ailleurs, en parlant de vigilance citoyenne, je voudrais dire à Monsieur Flippo que si ça l'intéresse, les activistes de Extinction Rebellion, eux, ils savent, hein, ils ont des petits téléphones BIC avec des grosses touches qu'on peut appuyer. Si ça vous intéresse, ils sont à Châtelet en ce moment. Alors, à partir de là, comment voulez-vous croire sérieusement qu'il soit possible d'enrayer le changement climatique, de contenir les bouleversements à venir et d'accompagner la transition écologique avec le numérique? Bon, alors il y a des initiatives qui essaient d'endiguer ce qu'elles croient n'être que des dérives du modèle. Alors personnellement, on parlait du Fairphone tout à l'heure, moi le dernier est sorti en septembre, alors je me réjouis de pouvoir l'accueillir, il n'est qu'à 450 €. Et puis 4 de ces composants sont issus d'entreprises qui respectent les droits de l'homme, alors je me sens vachement mieux avec ma conscience. Et donc je pourrais l'utiliser pour pouvoir regarder des vidéos, pour me conscientiser sur le changement climatique, sur toutes les conséquences. Alors, voilà. Et en plus, je pourrais même remplacer certaines pièces puisqu'elles seront disponibles jusqu'en 2026. Alors c'est dommage qu'au vu des informations que je disposerai grâce à ce smartphone, je saurais que les conséquences, elles s'annoncent plutôt à l'horizon 2022. Mais bon. Alors au passage, c'est vraiment génial, ça je trouve, avec le numérique, c'est qu'on crée des technologies qui nous permettent de nous informer en temps réel sur les impacts du dit numérique. Le site ConsoBlog que je vous montrais tout à l'heure sur la consommation des data centers, il consomme évidemment. Et nous sommes retransmis en streaming. Je me réjouis que la qualité de nos débats puisse informer tout en consommant. C'est pratique. Bon, plus sérieusement, les bonnes intentions sur un business digital vert sont louables, mais restent très anecdotiques, réservées à une élite et surtout s'inscrivent dans un modèle économique qu'elle ne maîtrise pas. En cela, elle reste fondamentalement corrompue et mensongère. Les GAFAM ont complètement dévoyé la philosophie originelle des Internets. La maîtrise de l'usage de ces outils est certainement possible, mais dans la société actuelle, elle tend à nous échapper. La restriction de nos usages numériques individuels pour éviter de menacer la planète me paraît donc bien illusoire. Alors, quid des responsabilités collectives? Est-il possible de réguler nos comportements sans passer par des mesures drastiques? Cette question de savoir s'il y aura toujours quelqu'un pour appuyer sur le fameux gros bouton rouge ou pas, cela fait des siècles en réalité qu'elle se pose. Sans faire de procès à Gutenberg, moi, vous me permettrez juste cette citation d'Albert Einstein. « Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mise entre les mains d'un psychopathe. » Il ajoutait « Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. » Donc moi, je veux bien investir dans des outils de coopération humaine, mais je me pose beaucoup de questions quand même. Peut-on raisonnablement faire confiance à l'industrie numérique pour adopter des comportements responsables? Moi, quand je regarde l'histoire, et comme le disait également Monsieur Flippo, ça fait quand même 25 ans qu'on a du numérique derrière nous. Il a commencé à décoller dans les années 90. Le web massif, c'est plutôt le début des années 2000. Les smartphones, c'est 2006-2007. On ne sait pas ce qu'il y aura l'année prochaine en termes d'innovation numérique. On a hâte de voir. Mais on n'a toujours pas observé de diffusion massive de solutions écologiques. Donc à ce stade, moi, j'en viens à me dire que si le numérique était vraiment écolo, peut-être qu'il se supprimerait lui-même. Mesdames et messieurs, je voudrais quand même m'adresser à vous en tant que futurs ingénieurs, puisque la question dont nous débattons aujourd'hui pourrait en fait se résumer en une seule, qui serait êtes-vous content du monde dans lequel on vit aujourd'hui? Soyez toujours conscients des valeurs auxquelles vous mettez vos compétences au service. C'est pas français ce que j'ai dit. Les valeurs au service desquelles vous mettez vos compétences. Elle vous oblige à une responsabilité dans le monde à venir. Et cela passera par un sérieux questionnement de la place du numérique dans la transition écologique. Donc ne vous laissez pas sortir de la chaîne de l'information. Et rêvons ensemble, collectivement, comme le suggérait Madame Dufour, d'un 22e siècle sécurisant et responsable. Mesdames et messieurs les jurés, le verdict que vous allez rendre ce matin, que vous allez prononcer, sera donc très clair. Oui, le numérique menace la planète et votre responsabilité à toutes et tous est de le remettre à sa juste place. Je vous remercie. Merci Madame le procureur. Avant de passer au verdict, le dernier mot est à la défense, bien évidemment. J'appelle donc à la barre Maître Flure. Maître, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, chers jurys, Madame la procureure, à vous entendre, j'ai la conviction que ce procès n'est pas aussi équitable que votre futur téléphone. On le sent,
deux imaginaires forts coexistent de façon conflictuelle. Le technosolutionnisme qui voit dans le numérique une réponse à tout, et la technocritique, pour qui il aggrave nos maux et conduit à la catastrophe. J'ai besoin que vous laissiez derrière vous cette approche manichéenne pour mener à bien notre réflexion. Car l'enjeu de fond, c'est de parvenir à concilier numérique et écologique. On nous dit que c'est paradoxal ou impossible, mais si les critiques pleuvent, c'est avant tout parce que ce pont n'a pas encore été bâti à grande échelle. Rares sont les acteurs de l'écologie qui s'approprient le potentiel du numérique. Et côté numérique, on a longtemps fait comme si son caractère immatériel suffisait à le rendre vertueux. Ça vaut pour les entreprises, les institutions, les associations, tout le monde. Les personnes en charge du numérique et du développement durable ne se reconnaissent pas dans la rue. Il y a donc une culture commune à inventer, car c'est ce qui permettra au numérique de prendre l'écologie comme objectif, et non pas uniquement comme un sous-produit positif qui viendrait en bonus. Cela nécessite des efforts, bien sûr, mettre au point des études d'impact environnemental, réfléchir à une politique pour orienter et réguler la manière dont les produits et services sont conçus et utilisés. Il faut reconnaître le problème, tout en gardant à l'esprit qu'être une partie du problème, c'est déjà être une partie de la solution. Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais moi aussi recourir à la citation pour briller en société.fr, épuisée dans le bon sens d'Albert Einstein, qui n'avait de cesse de rappeler que l'imagination est plus importante que le savoir. Car au-delà d'un numérique optimisateur qui prolonge notre trajectoire actuelle, il existe un numérique de rupture qui peut s'avérer précieux pour réinventer des modèles et bousculer les acteurs en place. Regardez comment de simples applications telles que Too Good To Go ou Yuka ont permis d'impliquer et de responsabiliser des milliers de consommateurs dans leurs choix. Le numérique ne fait pas seulement mieux la même chose, il permet aussi de faire autrement. Et c'est précisément ce dont nous avons besoin. Demain, libérer le potentiel du numérique consistera à l'extraire du paradigme industriel qu'il a vu naître pour en engendrer un nouveau. À propos du data center de la Courneuve, savez-vous quels ont été les premiers mots de la personne à l'origine de la fronde relatés dans le Parisien? Ouvrez les guillemets. On a gagné, et c'est vraiment énorme. Je pense que c'est une première en France. On reçoit depuis samedi de nombreux encouragements par mail. Par mail. Cela peut paraître anecdotique, certains diront que c'est un coup bas, mais je pense au contraire que cet exemple est symptomatique de la façon dont le numérique ouvre à de nouvelles formes de collaboration face à la question climatique. Il permet de relier les gens entre eux, non pas à des niveaux institutionnels ou étatiques, mais individuels et communautaires. C'est une logique qui reste bien sûr à structurer. Mais d'un côté, nous avons un horizon à atteindre, sans en connaître le chemin, et de l'autre, une force transformatrice du quotidien, qui ne poursuit aucun objectif collectif particulier. It's a match. C'est le début d'une idylle qui commence. Il y a des bases de données d'intérêt général à nourrir, des coopérations entre acteurs à amorcer, des sciences ouvertes à défendre. La base de données eBird mesure la biodiversité en ce moment même, pendant que certains dressent une cartographie des toits les plus aptes à accueillir des panneaux solaires ou proposent une mesure citoyenne de la pollution de l'air. Et cela ne se cantonne pas à du militantisme. Le numérique est aussi un facteur d'évolution des mentalités et des activités au sein des entreprises qui doivent faire face à la finitude de notre monde et tendent vers plus de partage plutôt que de rivalité. Capitaliser sur nos compétences numériques pour relever le défi écologique, c'est aussi répondre à la quête de sens qui agite des générations entières et continuera de le faire. Rendre le système numérique résilient en le gérant comme un bien commun, c'est ce que les consommateurs demanderont, c'est ce que les salariés exigeront. Ce n'est donc pas à la pertinence de l'outil numérique qu'il faut s'attaquer. Nous devons préserver les apports sociétaux les plus précieux de ces technologies. Mais cela nécessite d'interroger, en revanche, la pertinence de nos usages. On pourrait, par exemple, s'interroger sur le modèle actuel des plateformes comme Facebook, autoplay, vidéos incrustées, notifications, qui ont pour but de maximiser la consommation de contenu. Est-ce compatible avec un rapport sain au numérique ? Mais d'un autre côté, il existe des collectifs, tels que greenIT.fr, qui développent des outils d'éco-conception, qui peuvent permettre de diviser par 3 l'empreinte énergétique d'un site web. Ces initiatives sont marginales, on l'a entendu. Mais pourquoi devraient-elles le rester ? Quand on sait que 10 heures de film en HD, c'est plus que l'intégralité des articles en anglais de Wikipédia, je vous laisse imaginer ce que Netflix, YouTube et Pornhub, apparemment, représentent pour la sobriété numérique. Madame la procureure, vous n'avez certes pas foi dans le numérique, nous l'avons tous compris ici. Mais vous n'avez pas non plus foi en l'homme, que vous réduisez à un utilisateur capricieux, à un incurable consommateur. Candy Crush a sans doute autant de succès sur Fairphone, je vous l'accorde. Mais
Si aucune autre voie n'est possible, pourquoi prendre la peine de nous avertir? Einstein, toujours, vous rappellerait qu'un problème sans solution est un problème mal posé. S'il faut des récits effrayants pour éviter les catastrophes, il en faut des rassembleurs pour les surmonter. Nous ne sommes pas les techno-béats que vous dépeignez, ni les technophobes que vous voulez faire de nous. Il nous faut encore, en revanche, devenir les techno-responsables qui vous feront mentir, vous et votre fatalisme. Mesdames et messieurs les jurés, vous tous, ne nous trompons pas de problème. La question n'est pas de savoir si le numérique menace la planète, mais comment il peut nous aider à la sauver. Car si nous n'y parvenons pas, on se sera aussi trompé de coupable. Merci. Merci Maître Flur, et l'heure du verdict a sonné. Menace ou solution, quel impact du numérique pour la planète? Ce sera à vous d'en juger, mesdames, messieurs les jurés. Je vous demande donc de me suivre dans un instant. Le temps de vous dire que ce procès a évidemment vraiment souligné l'importance de nos usages et par extension de notre rapport individuel au numérique. C'est pourquoi on serait aussi ravis d'avoir vos retours sur les changements que vous êtes prêts à mettre en place en tant qu'usager du numérique, et on vous invite donc à voter pour différentes solutions. Ça va vous être expliqué dans un instant par je ne sais pas qui, mais ça n'est pas de mon ressort. Voilà, un petit vote. Voilà. Pour voter, rendez-vous sur live.voxnote.com. Mesdames, messieurs les jurés, vous me suivez? Nous partons délibérer 5 minutes. Ça vous laisse le temps de voter. Alors, menace ou solution, quel impact du numérique pour la planète? Juré, monsieur Jérémy. Alors, il faudrait peut-être un micro. Je vous demande de vous rendre à la barre. Jérémy, menace ou solution? Bonjour, merci. J'ai choisi, je pense que le numérique est la solution, puisque aujourd'hui, on voit qu'il y a eu un basculement entre les générations. Quand je vois la pensée de mon père et la pensée de moi-même, de mes amis vis-à-vis du monde actuel, des enjeux actuels, je pense que le numérique a un rôle essentiel dans cette évolution de la pensée des générations, et donc on peut espérer beaucoup du numérique, et je pense qu'il faut garder espoir. Merci Jérémy. Donc pour Jérémy, c'est solution. Passons à Amélie. Amélie, menace ou solution, quel impact du numérique pour la planète? Alors, pour moi aussi, je considère ça comme une solution, mais une solution à ne pas prendre à la légère. Pour moi, le numérique est quelque chose d'inévitable, et il ne faut pas tomber dans une société de surconsommation, c'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir à l'utilité des technologies que nous inventons. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et chercher à les inventer dans une optique de développement durable et de solutions pour la planète. Merci Amélie. Passons à Yanni. Yanni, veuillez vous rendre à la barre s'il vous plaît. Menace ou solution? Bonjour. Alors moi j'ai choisi l'argument menace en termes du fait qu'aujourd'hui notre comportement actuel et en termes de consommateurs individuels est assez négatif et pessimiste, dans le sens nous utilisons constamment nos téléphones, nos ordinateurs pour faire toujours plus de vidéos, toujours plus de réseaux sociaux, malgré le fait que nous sommes de plus en plus conscientisés vis-à-vis des impacts environnementaux. Et deuxième point, c'est en ce qui concerne également le comportement des plus grosses industries qui visiblement ne font pas beaucoup d'efforts vis-à-vis de cet impact. Et donc j'espère que les solutions qui existent et qui sont proposées par le numérique sont viables, et j'espère qu'elles prendront de l'ampleur. Donc c'est une menace aujourd'hui, j'espère qu'elle se transformera d'ici là. Merci Yanni. Donc pour Yanni, il s'agit d'une menace. Paul a un avis aussi sur le sujet, menace ou solution? Alors bonjour à tous. Pour moi, le numérique est une menace. C'est dans un premier temps parce que c'est une vision assez pessimiste, dans la mesure où les grandes industries, donc ceux qui ont le plus d'impact, ont des enjeux capitalistiques qui ne sont pas, à mon avis, très communs avec le développement durable de ces notions, et qui vont à l'encontre,
qui vont à l'encontre de ces notions. Et donc, pour moi, ils ne seront pas prêts à prendre en charge les développements nécessaires afin de transformer le numérique en solution. Merci beaucoup, Paul. Et c'est au tour de Léa de s'exprimer sur cette question. Quel impact du numérique pour la planète, menace ou solution, Léa? Alors, bonjour. Pour moi, le numérique, dans l'état où il est actuellement et tel qu'il est utilisé aujourd'hui, c'est une menace. Ce qui ne veut pas dire que ça ne pourrait pas hypothétiquement devenir une solution, mais ça demanderait des changements qui me semblent assez compliqués à mettre en place, tels que la société est aujourd'hui. Merci beaucoup, Léa. Avant de rendre le verdict, je vais juste vous informer que les résultats du vote pour lequel vous avez voté tout à l'heure vont être affichés. Mais, mesdames et messieurs, le verdict du jury me semble clair. Par 3 voix contre 2, il est arrêté ce matin que le numérique est un outil extraordinaire pour résoudre les défis du monde contemporain et futur. Cependant, au regard de l'urgence climatique et écologique, au regard des pratiques actuelles, il est temps d'opérer une vraie prise de conscience. Nous devons cesser de développer le numérique de manière effrénée, sans résoudre dès aujourd'hui la problématique essentielle pour les générations futures de son bilan carbone notamment. Aussi, le tribunal pour les générations futures juge que le numérique est une menace pour notre planète. Le jury tient à préciser cependant que ce jugement n'est pas un appel à arrêter son développement, mais à travailler, à œuvrer de toutes nos forces, de toutes vos forces, pour le transformer dès aujourd'hui, car il est de notre responsabilité, de votre responsabilité, d'adapter nos usages, de transformer le numérique afin qu'il ne soit pas l'ingrédient majeur de la chute de notre civilisation. Mesdames et messieurs, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Merci à nos invités, merci aux jurés.